Rodrigue Mamba, porte-parole du centre, bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Jeune politique de la RDC, la situation, quand vous suivez l'actualité, mérite d'être prise en charge par les leaders politiques, mais les leaders à tous les niveaux. La bataille de Bunagana, qu'apporte réellement la force régionale, nous en parlons avec Christian Choukourou, mais on continue avec vous. Doit-on aujourd'hui faire confiance à cette force régionale de l'Est ou revenir aux alliances avec la SADC? Et lorsque nous suivons cet élément nous proposé, l'élément d'habillage nous proposé par la régie, on comprend réellement qu'il y a un plan contre la RDC sur le plan international. Merci beaucoup, M. Crispin. Je pense que nous ne le dirons jamais assez, nos centres. Nous pensons que, plus que jamais, le Congo court un grand danger de balkanisation. Je pense, comme le professeur qui vient de parler dans cet élément que vous avez mis juste avant, il faudrait que nous, qui avons, je veux dire, la responsabilité, lorsque nous passons à la télévision, de parler aux masses, de faire comprendre le danger que court notre pays. Parce que, dans les années 90 déjà, il y avait un certain nombre de lobbies américains qui prônaient ce qu'ils ont appelé à l'époque la théorie du chaos constructif pour la région des Grands Lacs. Il s'agissait donc qu'il y ait du désordre, du chaos dans la région. C'est ce qui a expliqué les guerres qu'il y a eu en Ouganda, le génocide rwandais, la guerre que nous avons connue à la fin de la décennie 90. Et à l'issue de ces chaos, émergeraient de nouveaux leaderships avec à la clé l'éclatement des pays comme le Congo, le Soudan. Le Soudan est tombé, le Congo continue de résister. En 2012, un responsable... On continue de résister parce qu'il y a eu un nationaliste qui a accepté... Parce que simplement, à l'époque, les Congolais qui se faisaient la guerre avaient compris, avaient résisté à cette tentation-là. Parce que rappelez-vous, le pays il était divisé en 3-4 morceaux. Chaque chef rebelle était président où il était. Il serait très bien tenté à l'époque de se contenter du statu quo et continuer à administrer la partie du territoire qui était sous leur domination. Mais je pense que les Congolais à l'époque ont transcendé cette tentation-là au dialogue intercongolais et nous avons pu réunifier ce pays. Mais comme je le dis, ce projet, ceux qui tiennent ou qui portent ce projet sont tellement tenaces que maintenant, ils procèdent d'une autre manière, avec cette stratégie d'essai, et puis ils reculent, c'est depuis 2001, avec et puis le CNDP qui est venu, et puis il y a eu le M23 en 2013, le M23 qui revient encore en 2020, en 2021, c'est la même stratégie pour le même objectif. Et donc, nous, en tant que Congolais, nous devons être conscients de cet état de choses-là. Et cela devrait nous pousser à prendre des décisions extrêmement radicaux en ayant comme seule et unique priorité de priorité la fin de la question de l'insécurité à l'est de notre pays. Ce qui demande, parce que nous, le centre, nous avons fait des propositions là-dessus. Premièrement, c'est d'abord de renforcer l'armée. Parce que vous me parlez de la venue de la force ou de la force ou de la confiance que nous devrions accorder à la force des pays des États de l'Afrique de l'Est, ou alors nous devrions développer d'autres partenariats stratégiques. Au centre, nous disons ni l'un ni l'autre. En réalité, pour nous, le salut de notre pays du point de vue sécuritaire ne passe en réalité que par le renforcement de notre armée. C'est pourquoi nous avons fait une proposition visant à ce qu'on dote pour toute la stratégie de défense à l'est de notre pays d'un budget d'au moins $1 milliard. Voilà notre proposition. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que, par exemple, dans le budget 2022, la défense n'a en réalité engrangé que 5%, à peine 5% du budget national. Pour un pays comme le nôtre, qui est en proie à une menace de balkanisation, pour un pays comme le nôtre, qui, pas seulement factuellement aujourd'hui avec les M23, mais nous serons demain l'Arabie Saoudite du monde, avec la transition énergétique, le cobalt, le coltan se trouve en abondance en RDC. Avec la guerre de l'eau, nous avons des réserves énormes en eau. Eh bien, si nous ne pouvons pas nous structurer, avoir une armée qui puisse nous défendre en ces moments-là, d'ailleurs, la guerre elle est engagée, eh bien,
nous allons perdre ce pays, tout simplement, parce que ceux qui sont organisés vont venir se servir chez nous, et si nous ne sommes pas capables de nous défendre, ils nous prendront le pays. Donc c'est pourquoi nous pensons qu'il est extrêmement important que nous puissions, au lieu de continuer de miser sur des formules qui n'ont pas porté leurs fruits, parce que rappelez-vous, aujourd'hui on parle du processus de Nairobi, qui a produit la force régionale des pays des États d'Afrique de l'Est. Mais rappelez-vous, en 2013, il y avait un même processus à Nairobi, avec le même M23. Donc nous faisons exactement les mêmes choses. Mais ces choses-là ne portent pas de fruits réels. Même ceux qui vantent aujourd'hui l'apport de la SADC dans la défense de notre pays nous rappellent combien les pays de la SADC, quand je parle de la Zambie, du Zimbabwe, de l'Angola, lorsqu'ils se sont mis à nos côtés, lorsque nous subissions encore une guerre d'agression, enfin la guerre d'agression que nous avions dans les années 98, avec les RCD et les autres. Mais on ne se pose pas les questions sur les dividendes de l'effort de guerre que tous ces pays ont engrangé en venant sur notre sol. Prenons du côté rebelle. Les Rwandais, les Ougandais se sont battus en pleine ville de Kisangani pour nos richesses. Ceux qui étaient du côté des forces gouvernementales, je vais citer l'exemple du Zimbabwe. Mais qu'est-ce qu'ils ont engrangé? 45% de la MIBA dans la Sengamine pour le Zimbabwe, comme butin de guerre. Et on ne se pose pas la question, ces Kenyans, ces Ougandais, ces Burundais, ces Sud-Soudanais qui viennent chez nous, mais c'est pour quel intérêt? Il faut qu'on se pose ces questions-là, ce sont les véritables questions qu'il faut se poser. Non, pas du tout, ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Donc la solution pour nous, c'est dans le renforcement des capacités de notre armée. Et à ce point de vue-là, ou bien sur ce point précis, le reproche ne peut être fait qu'au gouvernement de la République. Parce que c'est à lui d'assumer cette responsabilité-là. Le gouvernement de la République doit assumer ses responsabilités. Est-ce que nous sommes partis pour connaître encore l'échec où nos forces armées peuvent être à renforcer? Parce qu'en écoutant Chikuru, il faut du temps pour renforcer l'armée congolaise. Tout à l'heure, avant de rentrer, j'étais en train de regarder le classement des armées africaines. Toutes ces armées des forces de l'Afrique de l'Est sont toutes derrière nous. Toutes. Nous sommes à la 11e position et il n'y a aucun pays de cette force qui va venir qui est devant nous. Ni le Kenya, ni même le Rwanda lui-même, ni l'Ouganda. Tous ces pays, il n'y en a aucun qui puisse être devant nous. Maintenant, c'est à nous de faire les choses avec diligence. De mobiliser. C'est à nous de faire les choses avec diligence. Mobiliser les fonds, mobiliser les hommes. Nous avons un budget de 10 milliards. C'est incompréhensible que nous n'ayons pas au moins 1 milliard pour l'armée. Nous aurons un budget l'année prochaine de 14 milliards. Le Premier ministre est à l'Assemblée nationale pour ça. Nous pensons que s'il n'y a pas au minimum 1 milliard pour la défense de l'Est, c'est encore une faute. Donc nous pensons qu'il faut mobiliser ces moyens en urgence. Parce qu'en réalité, toutes les solutions qu'on a proposées ici, les nouvelles alliances stratégiques, ne seront en réalité que des relations... Alors, quelqu'un que j'avais reçu ici, c'est l'abbé Baala qui disait, pour gagner la guerre, premièrement, il faut l'argent. Deuxièmement, il faut l'argent. Troisièmement, il faut l'argent. Donc, il faut donner les fonds, il faut des moyens suffisants et conséquents. Je vous ai dit, d'abord factuellement, parce que nous avons le M23, donc le Rwanda, dans notre pays, qui nous agresse. Il faut les bouter dehors, ça c'est la première chose. Mais du point de vue aussi prospectif, parce que nous sommes engagés dans une lutte mondiale, où il y a la transition énergétique, nous avons le coltan, nous avons... Et le Congo, c'est un pays solution. C'est le pays solution, on l'appelle comme ça. Et donc, si ces pays qui sont organisés ne trouvent pas d'organisation chez nous, ne trouvent pas une immunité suffisante chez nous, eh bien, ils se serviront. Parce qu'ils ne vont pas attendre. Le monde est en train de changer. Nous avons besoin de mettre notre armée au diapason de tous ces défis qui nous attendent du point de vue mondial. Voilà, au fait, la vision du centre. Donc, nous pensons qu'il faut transformer stratégiquement notre armée pour la mettre au diapason de tous ces défis qui nous attendent. Et pour l'instant, ce n'est pas ce qui est fait au niveau du gouvernement. Le Congo est en guerre contre le monde, c'est-à-dire les forces obscures qui sont les forces fortement industrialisées
et qui applique la politique de faites la guerre par procuration, passez par les Rwandais, M23, mais au fait, derrière, ce sont les forces obscures, très puissantes, mais qui attaquent le Congo. Là, il faudrait que le Congo s'organise pour réellement répondre face à cette menace, mais être réellement très bien organisé à l'interne. D'abord, je ne ferai pas l'affirmation que le Congo est en guerre contre des nations industrialisées. Je pense que le Congo est en guerre contre des individus qui peuvent être soit affiliés à des nations, soit qui sont des hommes d'affaires véreux, tout simplement, qui sont à la tête des multinationales ou membres de multinationales et qui, en réalité, alimentent cette situation parce qu'ils y trouvent leur compte. Je pense que cette nuance-là est importante. Mais oui, je pense que le Congo est en guerre, pas contre le Rwanda directement, ça, parce que le Rwanda, c'est 10 milliards de PIB. En gros. Le Congo, c'est 50 milliards de PIB. Le Rwanda, c'est 5 milliards de budget annuel. Le Congo, on est à 10 milliards, on sera à 14 milliards. Le Rwanda n'est même pas dans le top 30 d'armées africaines. Le Congo est 11e. Je ne vois pas le Rwanda nous battre militairement, s'il n'est pas soutenu par des forces beaucoup plus fortes qu'elles-mêmes et peut-être beaucoup plus fortes que nous-mêmes. Voilà la réalité. Et le Congo, le Congolais que nous sommes, doit être conscient de cette réalité-là. Et que peut-être qu'il est temps, parce que c'est l'appel que nous avons fait au président de la République, c'est lui qui en a, c'est lui qui doit en avoir l'initiative. Peut-être qu'il est temps, j'ai vu en Ukraine, ils sont en guerre contre la Russie, j'ai vu les opposants, tout le monde se mettre derrière le chef des armées pour combattre un ennemi commun. Il y a un problème au Congo, c'est que nous sommes extrêmement divisés aussi. À part la faiblesse de l'armée, nous sommes nous-mêmes aussi extrêmement divisés politiquement. Et cette division, en réalité, nous fragilise du point de vue institutionnel. Et nous avons besoin de cohésion nationale aussi, en interne, du point de vue politique et social. Doit-on faire des assises comme à l'époque du président Kabila qui avait convoqué les concertations nationales? Je pense que le président de la République a un éventail très varié d'initiatives pour pouvoir arriver à unir les Congolais derrière cette cause commune qui nous engage tous. La cohésion nationale. Si c'est des assises, tant mieux. Parce que, rappelez-vous, lorsqu'on a rupturé la coalition FCC-CACH pour renforcer les pouvoirs du président de la République, parce qu'il estimait que dans cette situation de quasi-cohabitation, son pouvoir était un peu mis à mal. Il a cassé la coalition, il a fait des consultations pour pouvoir renforcer son pouvoir. Mais si, pour renforcer le pouvoir du président de la République, il fallait faire des concertations, et alors, pour une cause aussi noble et aussi grande que la défense de notre patrie, pourquoi on ne ferait pas des assises? Voilà, c'est une réflexion que je lance comme ça. Ce n'est pas un péché, à notre avis. Surtout que la cause est noble et surtout qu'elle est désintéressée, parce que pour nous, il ne s'agit pas, les gens ne me prêteront pas d'intention, ce n'est pas pour le partage de postes. Mais c'est simplement pour résoudre les questions qui nous divisent aujourd'hui. Et ces questions, elles ne portent pas sur la façon dont le pays est dirigé, mais elles portent sur les fondamentaux du fonctionnement de notre République. Le processus électoral. Il y a une crise sociale, les médecins sont en grève, et plusieurs corps sociaux sont dans la rue. Donc il nous faut les professeurs d'université. Il nous faut aujourd'hui retrouver cette cohésion interne pour pouvoir regarder tous l'ennemi qui nous agresse en tant qu'une seule entité et non pas en tant que des corps divisés. La situation est autant complexe, donc il faut des solutions réfléchies. Et il faut des solutions, comme je l'ai dit, à deux niveaux. Je l'ai dit, pour nous, la force des États de l'Afrique de l'Est n'est pas la solution. On a déjà connu par le passé les mêmes choses. Ce n'est pas cela la solution. La solution, c'est de mettre les moyens conséquents pour nos FARDC. Nous avons des militaires suffisamment formés. Il faut les équiper correctement. Il faut que leur solde soit conséquente. Il ne faudrait pas que le militaire qui est au front pense à sa femme qui est enceinte et qui ne peut pas s'acheter à manger. Il faut que le militaire qui est au front n'ait aucun souci. Il faut que le militaire qui est au front soit correctement vêtu avec des armes à la hauteur de la menace.
Voilà ce que nous disons. Et pour ça, ce n'est pas les années. Vous voyez, ce ne sont que les moyens à mettre à disposition. Voilà notre approche. Et deuxièmement, l'approche, c'est une cohésion interne qui est nécessaire parce que le processus électoral nous divise. Eh bien, il faut absolument mettre tous les camps autour d'une table et pouvoir aplanir les divergences pour nous permettre justement... vous savez, 2023, c'est l'année prochaine. Il ne faudrait pas qu'à l'issue des élections de l'année prochaine, la crise que nous connaissons aujourd'hui soit pire que celle que nous vivons actuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rodrigue Mwamba, porte-parole du centre, pour ces éléments. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec Kinshasa Direct. Oui, la République démocratique du Congo doit réellement se mettre autour d'une table pour organiser la cohésion nationale et attaquer l'ennemi commun qui ne vise que la balkanisation de la République démocratique du Congo et aplanir les différends. C'était ça, la compréhension des analyses faites ce soir par Rodrigue Mwamba, porte-parole du centre, à qui nous avons dit merci et merci à vous d'avoir suivi ces programmes de partout à Kinshasa, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays. Et oui, Télé 50, c'est votre chaîne de prédilection. Et pour comprendre l'actualité du Congo et l'actualité de la République démocratique du Congo, eh bien, c'est Télé 50, votre chaîne, la meilleure des chaînes panafricaines. Restez restez branchés parce qu'à 19h, c'est la présentation de la grande édition du journal avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'informations. Mesdames et messieurs, au revoir.